La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. New York est la capitale du monde, le temps de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe y prend part aux côtés d'une centaine de ses homologues. Et ce mercredi, le président de la République a tablé sur le futur environnemental de la planète avec ses pairs au One Planet Summit. À découvrir dans cette édition. Et puis le programme de cantine scolaire initié par le gouvernement togolais continue de faire des émules. Et en ce début d'année académique, le ministre du Développement à la base était dans certaines écoles bénéficiaires du programme dans le Bamono pour constater son effectivité. Voilà pour les titres. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, séjourne depuis lundi à New York, aux États-Unis, où il participe à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Diverses activités meublent son séjour, notamment sa participation ce mercredi à la 2e édition du One Planet Summit, un panel de haut niveau contre le réchauffement climatique. Le compte rendu avec Luc Assis. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, prend part à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies aux côtés de ses pairs du monde entier. Cette session qui se tient à New York sera marquée par un débat général et des réunions de haut niveau autour du thème général « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables ». Un thème révélateur de la volonté des leaders des pays membres de donner de nouvelles ambitions beaucoup plus inclusives à l'organisation mondiale. Le président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe, et d'autres dirigeants passeront en revue les préoccupations de l'humanité à travers des thématiques telles que la paix et la sécurité, le changement climatique, la santé notamment, la tuberculose et les maladies non transmissibles, la lutte contre la pauvreté, la migration, l'énergie pour tous et l'emploi des jeunes. Déjà ce jour, le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, a pris part au sommet dénommé One Planet Summit, un panel de haut niveau consacré à la mobilisation des décideurs autour de la protection de la planète contre le réchauffement climatique et le financement de l'énergie solaire à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Et dans ce domaine, le Togo fait figure de bon élève avec les différents projets mis en œuvre dans le pays qui promeuvent l'énergie solaire. À cette 73e section, il sera également question de faire le point de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD, dont le Togo est l'un des pays pilotes désignés par les Nations unies. Et parlons de l'environnement toujours. Depuis lundi a démarré au Togo la semaine de la diplomatie climatique, une initiative de l'Union européenne qui veut ainsi convaincre plusieurs acteurs sur la nécessité d'unir leurs forces pour venir à bout des changements climatiques. Les précisions avec Nathalie. C'est un rendez-vous de conscientisation sur le phénomène des changements climatiques. Au fond, le réchauffement climatique porte des conséquences conflictuelles entre migration, insécurité alimentaire, voire des conflits d'accès à des ressources devenant plus rares comme l'eau. Le SCAC organise chaque année la COP des jeunes. La COP des jeunes, c'est une action de sensibilisation qui nous permet d'inviter des jeunes des pays voisins et du Togo, qui ensuite, pour certains d'entre eux, partent, nous représentent dans les COP, et il y a des actions de sensibilisation qui permettent à des jeunes Togolais de partager avec des jeunes Sénégalais, Béninois, Burkinabés ou même d'Afrique centrale. Voilà un exemple. J'ai visité quelques écoles où j'ai vu que les professeurs ont donné le défi aux enfants de planter des arbres, de les supporter chaque jour par une petite bouteille d'eau. Ce ne sont pas beaucoup des écoles qui ont déjà fait ça. Mais si on arrive à trouver chaque année plus des écoles comme ça, où les professeurs, les enseignants donnent l'information aux enfants
de l'importance de faire pousser les arbres. C'est déjà un grand succès. Du 24 au 30 septembre, l'Union européenne va donc procéder à des sensibilisations relatives au changement climatique à travers diverses activités telles que le débat d'idées villes durables au lycée technique d'Adidogomé, des émissions radiophoniques dotées de prix sur Radio Lomé et Radio Cara, le ciné-club, l'éco-jogging. Il faut limiter l'augmentation mondiale des températures et la maintenir en deçà de 2 degrés Celsius. D'autre part, nous devons nous adapter aux effets du changement climatique. Il faut donc mitiger les effets. Il faut anticiper les problèmes à venir et mettre en œuvre des politiques idoines. En attendant la tenue de la COP24 qui se tiendra cette année du 3 au 14 décembre en Pologne, l'Union européenne salue l'engagement du Togo pour avoir adopté en juillet dernier la loi sur la promotion des énergies renouvelables, offrant ainsi le cadre juridique au développement d'une production électrique raisonnée. Et Nathalie Panegui a évoqué la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP24. Ce sera en décembre prochain en Pologne. Et déjà, les organisations de la société civile cheville ouvrière dans la lutte contre ce phénomène se mobilisent au Togo pour prendre part activement aux travaux. Elles étaient face à la presse hier. Le compte rendu de la rencontre avec Gérard Lagoudou. Les changements climatiques portent un coup dur à l'environnement et rendent les populations de plus en plus vulnérables. Conscientes qu'aucune couche sociale de la planète n'est épargnée de leurs effets, les Nations Unies tiennent des conférences annuelles pour définir des approches et des solutions. La société civile joue un rôle prépondérant aux côtés de près de 200 délégations officielles pour une synergie d'action contre ce phénomène. Du 3 au 14 décembre prochain se tient la 24e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en Pologne. Dans ces préparatifs, le groupe des organisations de la société civile togolaise sur le climat capitalise les enjeux pour une meilleure participation. Nous voulons d'abord qu'en amont de cette COP, nous puissions avoir un message commun, qui soit le message du Togo, aussi bien société civile que délégation officielle. Nous voulons également que sur place, nous puissions avoir un cadre. Nous parlons souvent de pavillon ou de stand, en tout cas un endroit qui permet d'identifier le Togo au cours de cette conférence. Et qu'à la fin également, nous puissions avoir un cadre qui nous permet de suivre la mise en œuvre des décisions qui sont prises au cours de la conférence. J'ai une appréciation extrêmement positive de cette démarche, de leur volonté de s'associer, de former une coalition d'acteurs pour porter des messages communs et renforcer leur volonté, dirais-je, politique, mais surtout d'activistes, de personnes engagées pour le climat. La présente rencontre avec les professionnels des médias s'inscrit dans le contexte de la semaine de la diplomatie climatique initiée par la délégation de l'Union européenne, les ambassades de France et d'Allemagne au Togo et qui prend fin le 30 septembre prochain à Lomé. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la 3e session extraordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 27 septembre 2018 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le HCRON, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, fait le point de la première étape de la première phase des indemnisations des victimes des violences à caractère politique au Togo de 1958 à 2005. Et c'était lors d'un point de presse tenu ce matin à Lomé. Il faut noter que 2510 victimes ont été indemnisées pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Les précisions avec Serge Tastom et Tchazenam Baga. Une espérance prévue pour prendre en charge 2475 victimes pour un montant de 1 654 800 000 francs CFA. Cette première étape de la première phase du volet indemnisation du programme de réparation du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN est allée au-delà des attentes. Selon le bilan ici présenté, ce sont 2510 victimes des violences sociopolitiques que le Togo a connues en 2005 qui ont été effectivement indemnisées pour une enveloppe de 1 994 177 491 francs CFA, soit un taux de 101,41%.
Cette performance a été possible grâce à une gestion rigoureuse des 2 milliards de francs CFA alloués par l'État à l'institution à cet effet, mais aussi au souci d'efficience affiché par les hauts commissaires. Au niveau des finances, l'exécution a été faite selon les règles de l'art. La stratégie qui a été mise en place au départ, qui a consisté à déterminer 2475 victimes à indemniser, a été prise en compte. Vu l'objectif tant recherché par le HCROUN, qui est d'aller plus encore en détail pour atteindre un grand nombre de victimes, la stratégie de départ a été revue encore. Et cela a permis d'atteindre 2510 victimes. Et je rappelle que ces victimes ont été indemnisées conformément au montant arrêté par la CVJR. Le montant des indemnisations varie de 420 000 à 2 100 000 francs CFA. En plus de cette enveloppe, certaines victimes qui traînent encore des séquelles de violences aussi bien physiques que mentales ont eu droit à une prise en charge psychomédicale. Au nombre de 123, elles ont été identifiées comme victimes vulnérables et traitées en toute diligence par les équipes de l'ONG M-Afrique. Les cas vulnérables ont été tous ramenés à Lomé pour plus d'efficacité et de prise en charge adéquate. C'est ainsi que ces victimes ont bénéficié des prothèses de bras et de pieds. HCROUN avait doté d'autres de tricycles. Donc, à l'heure où nous parlons, certains qui ont besoin de prise en charge ou de suivi médical de pathologies chroniques sont toujours pris en charge et continuent par prendre leurs médicaments. Le Collège des huissiers de justice, qui a accompagné cette phase du processus d'indemnisation, s'est lui aussi plié à cet exercice de reddition de comptes. Son intervention en amont dans la certification de l'identité des victimes et en aval dans celle de la perception effective de l'indemnisation a permis de déjouer les actes inciviques de certains citoyens indélicats qui ont tenté de percevoir des chèques en lieu et place des vraies victimes. Les personnes ressources à travers l'ex-premier ministre Maître Kwaku Figo ont relevé le scepticisme qui a régné au sein de l'opinion au tout début du processus. Scepticisme qui a progressivement évolué à telle enseigne qu'aujourd'hui, la majorité des Togolais, victimes ou non, est non seulement réceptive au message de paix et au caractère symbolique des indemnisations, mais aussi résolument engagée dans le processus de réconciliation nationale en prenant le chemin du pardon. Maître Kwaku Figo a également salué le courage politique des plus hautes autorités de l'État qui n'ont ménagé aucun effort pour que le volet indemnisation du programme de réparation soit effectif. Démarré le 6 décembre 2017, cette première partie de la première phase des opérations d'indemnisation a pris fin le 17 septembre 2018. Véritable challenge, cette phase qualifiée de cruciale et délicate en justice transitionnelle a été une expérimentation pour les membres du HCROUN, a dit la présidente de l'institution. Cette phase a été menée à terme grâce au soutien ferme du gouvernement, à l'appui solide du chef de l'État et à l'accompagnement des partenaires dont le PNUD. Ça a été une réussite et même un dépassement du taux escompté. Donc nous sommes à un taux de satisfaction de plus de 95%, de même que nous avons atteint 101,41% d'exécution du montant qui nous a été donné. Et je saisis l'occasion pour d'abord rendre hommage très mérité aux victimes, à toutes les victimes de tout le pays que nous avons parcouru, pour leur patience et leur adhésion, parce qu'elles n'y croyaient pas et quand elles ont vu, elles étaient prêtes, elles ont adhéré au processus. Il y en a pas mal qui ont affirmé être apaisées. Elles sont prêtes, elles ont pardonné, elles sont prêtes à tourner la page. C'est aussi l'occasion de remercier le gouvernement et à sa tête le chef de l'État pour ces efforts-là, un grand effort qui a été consenti pour penser à ces victimes qui sont des compatriotes et qui souffraient dans leur chair et qui aujourd'hui sont apaisés. Et ces efforts continuent
quand on considère que nous allons enchaîner avec une deuxième étape. Donc, en gros, c'est un satisfait pour tout le monde, aussi bien pour le Ashkroun que pour les victimes. La présidente a souligné le rôle majeur joué par la presse dans la couverture médiatique des opérations d'indemnisation. Elle a invité les journalistes à être toujours les porte-parole de son institution. En clôturant la première phase, ce bilan annonce également la deuxième. Celle-ci est prévue à partir du mois d'octobre 2018. Elle concerne toutes les victimes vulnérables de 1958 à 2004 et le reste des victimes non vulnérables de 2005. Le montant alloué à cette phase est effectif et évalué à 5 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du programme des cantines scolaires au Togo donne déjà des résultats remarquables dans les écoles bénéficiaires. L'initiative permet à chaque élève dans les localités démunies d'avoir un repas chaud chaque jour. Et près de 100 000 élèves bénéficient à ce jour de ce programme dans 304 écoles. Ce mercredi, la ministre Victoire Toméga Dogbe, en charge du développement à la base, a entamé une visite dans certaines écoles dans la préfecture du Bas-Mono pour s'assurer de l'effectivité du démarrage de cette opération de fourniture de repas en cette nouvelle année scolaire. Le compte rendu de la tournée avec Prudence Zissou. Des enfants qui manifestent leur joie, expression de leur gratitude à celui par qui la cantine scolaire est mise à leur disposition. Nous sommes à l'école primaire publique Ninoumé dans le Bas-Mono, l'un des 304 établissements bénéficiaires des cantines scolaires, l'une des composantes du projet de filets sociaux et services de base. Sous ces hangars, les cantinières se préparent à servir le repas de midi aux élèves. Et déjà, le menu du jour rassure. Ce midi, on voulait donner aux enfants le riz plus haricots et les fritures de sauce, plus le dessert de l'orange. Vraiment, les enfants sont fiers parce que des fois, on ne trouve pas à manger les midis. Comme Anadeb nous a retenu dans cette année, les enfants ont la joie d'aller à l'école chaque jour. La pérennisation de ce programme est un défi à relever avec l'implication des communautés bénéficiaires. En ce début de la rentrée scolaire 2018-2019, la ministre Victoire Toméga Dogbe, en charge du développement à la base, veut s'assurer de l'effectivité du démarrage de cette opération dans les écoles bénéficiaires. C'est ce qui explique cette tournée entamée dans les écoles des milieux défavorisés, comme ici dans le Bas-Mono. Chaque élève bénéficie d'un repas chaud par jour, ce qui lui permet de rester à l'école et de suivre les cours dans de bonnes conditions. Après quelques mois de mise en œuvre de ce programme, l'impact est réel et se mesure déjà en termes de fréquentation scolaire et de l'amélioration du taux de réussite à l'examen. Dans toutes les écoles où on mène l'opération de cantine scolaire, on a constaté d'abord une augmentation du taux de fréquentation. On a constaté une amélioration du taux de réussite aux examens, aussi bien interclasses qu'aux examens de fin d'année. Donc nous disons que l'impact est réel. Et on a fait une étude comparée. Quand on regarde deux écoles, dans l'un il y a cantine, dans l'autre il n'y a pas cantine, on se rend compte que la performance est meilleure dans l'école à cantine. Près de 100 000 élèves bénéficient des cantines scolaires à ce jour sur l'ensemble du territoire national. 2,5 milliards de francs CFA sont injectés chaque année dans ce programme par l'État avec l'aide de certains partenaires, notamment la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial. 2000 cantinières sont recrutées et formées pour servir des repas bio et de qualité aux élèves. La valorisation et la transformation des produits locaux sont ainsi promues. Ma sortie d'aujourd'hui, c'est de voir comment ces mamans cantinières mettent en œuvre ce qu'elles ont appris lors des formations qu'on leur a dispensées. Et je suis heureuse de constater, par exemple, dans les témoignages qui m'ont été livrés, que les mamans utilisent par exemple le moringa, elles utilisent les feuilles de manioc, elles utilisent la papaye, des produits qu'on peut trouver localement. Elles évitent d'utiliser des boîtes de conserve. Par exemple, dans le Bas-Mono, il y a une forte production de tomates. Et il n'y a pas de raison qu'on utilise pour les enfants des tomates en conserve.
Donc nous avons également associé à cette action la transformation des produits de tomates par exemple, en accompagnant un certain nombre de groupements à ce que ces tomates-là puissent être conservées ou transformées. Et donc, nous avons également en prévision d'initier des jardins scolaires. Parce que si nous privilégions l'utilisation des produits locaux, il faut absolument que nous ayons ces produits disponibles. Et pourquoi la meilleure manière de le faire, c'est encourager les enfants et les parents à avoir leur jardin scolaire. Que ce soit à l'EPP Ninoumé, Pétou ou encore Potémé, les élèves sont très fiers d'avoir ces repas quotidiens. L'ambition du gouvernement est encore grande. Atteindre plus de localités défavorisées à travers ce programme, ceci avec l'accompagnement des opérateurs économiques et des communautés à la base. La construction de cette cuisine moderne à l'EPP Ninoumé par un natif de la localité est un exemple à suivre selon la ministre Dogbé. Je donne cet exemple pour faire un clin d'œil à tous nos frères et sœurs de la diaspora, à tous les cadres des milieux, de pouvoir s'associer au gouvernement togolais pour que cette belle action qui donne un repas par jour à nos élèves, à nos enfants, que cette action puisse être pérennisée. Donc c'est les parents d'élèves, c'est les communautés elles-mêmes, les chefs de village s'impliquent, les préfets s'impliquent, les ONG qui sont choisis localement s'impliquent. Et c'est ensemble avec tout ce monde que nous pouvons vraiment réussir ce pari. Dans les 3 écoles visitées, les échanges ont porté également sur la meilleure gestion de ce programme par les parents d'élèves. La ministre a entretenu les communautés sur la nécessité de la préservation de la paix et de la cohésion sociale. D'autres écoles bénéficiaires du programme de cantine scolaire dans le Vaud seront visitées les prochains jours. Une opération donc qui prend de l'ampleur en cette nouvelle année scolaire. Et la rentrée scolaire 2018-2019 a donc été effective ce lundi dans tous les établissements scolaires comme à l'Institut médico-psycho-pédagogique L'Envol. C'est un centre éducatif de personnes handicapées mentales. Et cette année encore, nombreux sont les enfants avec une déficience mentale à y être inscrits. L'ambition première étant leur épanouissement et leur autonomie. Comment se fait alors la prise en charge dans les centres Envol? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Ramdan Bassina. Ici, à l'Institut médico-psycho-pédagogique L'Envol à Lomé, c'est aussi la rentrée scolaire. Dans ce centre, les enfants handicapés mentaux sont pris en charge et apprennent à lire, à écrire et à compter. Apprendre à ces êtres vulnérables à devenir autonomes, promouvoir ces enfants en vue de leur intégration socio-économique sont les principaux objectifs. Et pour y parvenir, un programme éducatif adapté et une équipe administrative et enseignante pluridisciplinaire est à disposition. Nous les apprenons sur tous les plans. Nous faisons les activités comme l'autonomie. Dans l'autonomie, nous les apprenons à se prendre en charge, à apprendre la propreté, comment est-ce qu'ils doivent s'habiller proprement et correctement. Et à ceux qui ont l'aptitude de faire quelque chose, nous les aidons à parvenir au développement de leurs aptitudes qu'ils ont en eux. Très souvent marginalisés, certains parents ont compris l'enjeu d'une éducation où le plein épanouissement de ces handicapés est une priorité. Depuis notre inscription et en 2016 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Et mon enfant qui ne s'asseyait pas avant, aujourd'hui, bon, il s'asseye, il peut amener la main au niveau de la bouche, ce qu'il ne faisait pas du tout avant. Et nous devons noter aussi que l'handicap n'est pas une fatalité. Le gouvernement, par le biais du ministère en charge de l'action sociale, accorde du prix à l'éducation inclusive. Voilà pourquoi l'Institut médico-psychopédagogique L'Envol fait du développement moral, physique et intellectuel des enfants une priorité. L'Institut médico-psychopédagogique L'Envol est un institut créé par une association des parents d'enfants handicapés mentaux. Une équipe environ de 70 personnes, composée d'éducateurs spécialisés, de médecins, de neurologues, de pédiatres, de chirurgiens dentistes. Et toute cette équipe est mise à la disposition de nos enfants afin de faire un travail efficace. J'ai la ferme conviction que si nous sommes bien organisés, ces enfants peuvent apporter une valeur ajoutée à la nation togolaise. C'est le lieu de remercier le gouvernement togolais à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation
pour son appui pour la prise en charge des couches vulnérables. Au Togo, l'envol dispose de 9 centres, dont 4 à Lomé, avec environ 500 enfants handicapés mentaux inscrits. Et ces enfants ont besoin de fournitures scolaires, tout comme ceux de 9 cantons de la préfecture des Lacs. Et ceux-ci ont reçu des fournitures scolaires, des kits scolaires, des mains des responsables de l'ONG, le club Les Enfants d'abord, en collaboration avec plusieurs cadres de la dite préfecture. Un geste humanitaire qui a permis ainsi à ces enfants démunis de débuter cette année scolaire dans de bonnes conditions et en même temps soulager leurs parents dans l'achat des fournitures scolaires. Le compte rendu de cette cérémonie avec Sonia Aminiko. Ils ont de quoi s'estimer heureux à l'orée de cette rentrée scolaire. Les élèves des 9 cantons de la préfecture des Lacs viennent de bénéficier de kits scolaires. Un don de l'ONG Club Les Enfants d'abord en partenariat avec les cadres du milieu pour non seulement faire acte de patriotisme et de solidarité envers les parents, mais aussi permettre aux enfants de démarrer la rentrée en toute quiétude. Je remercie la présidente pour ses fournitures scolaires et je promets bien travailler à l'école. Cette initiative, elle est la bienvenue parce qu'avec tout ce que nous rencontrons dans nos écoles, ça va faciliter la tâche aux parents et aux enfants. Cette année, il n'y aura plus de laisser aller dans nos écoles puisqu'ils ont déjà les kits scolaires et tout ce qu'il faut pour apprendre. Donc, on ne peut que les remercier parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Les enfants sont l'avenir du pays, dit-on. Le club Les Enfants d'abord s'est donné pour mission, depuis plus de 10 ans, d'accompagner les enfants, en particulier les nécessiteux dans leur cursus scolaire, afin de leur assurer un avenir meilleur. On s'est rendu compte, après nos enquêtes, qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école des parents qui sont décédés. Et ces enfants sont à la maison. Or, ces enfants ont droit à l'éducation. Ces enfants qui sont la relève de demain, nous devons les soutenir en tant qu'association qui œuvre dans le bien-être de l'enfance. C'est pour cela que nous avons décidé d'apporter du sourire et d'encourager ces enfants et de leur faire savoir aussi qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est de leur côté pour les amener à un avenir meilleur. Le club Les Enfants d'abord s'investit également dans la protection et la promotion des droits des enfants et vient en aide aux veuves et aux orphelins. Le groupe de la BAD, la Banque africaine de développement, a réuni hier à Lomé les différents acteurs du monde économique, les partenaires techniques et financiers et la société civile pour une revue à mi-parcours du document de la stratégie pays 2016-2020 de l'institution au Togo. L'objectif est de relever les difficultés auxquelles cette stratégie pays est confrontée. Les précisions avec Dodo Haré et Carmen Madji. En octobre 2016, le groupe de la BAD, Banque africaine de développement, a approuvé son document de stratégie pays au Togo pour une durée de 5 ans, 2016-2020. 190 milliards de francs CFA devraient être décaissés sur cette période par la BAD pour la mise en œuvre de cette stratégie pays qui a pour objectif majeur d'accompagner le gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers le développement intégré des pôles agricoles et l'accès à l'énergie. Après 2 ans de mise en œuvre de ce document de stratégie pays, les acteurs impliqués, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le gouvernement font le bilan à mi-parcours. Le bilan, c'est que la stratégie est bonne, elle est correcte. Les actions que la banque entend entreprendre et a entrepris sont en ligne avec le désir du gouvernement, mais aussi la stratégie nationale, et que maintenant nous devons travailler au détail. C'est-à-dire les interventions, pouvoir affiner ce que nous faisons pour arriver au résultat que nous voulons pour les populations du Togo. Le portefeuille de la BAD est un portefeuille relativement jeune. C'est un portefeuille qui, pour la moyenne de la région, se porte bien. Le document de stratégie pays de la BAD au Togo s'aligne parfaitement sur les grands axes du PND 2018-2022 adopté en août dernier par le gouvernement.
Et en matière de développement économique, plusieurs projets comme le projet de développement des agropoles ainsi que celui de réhabilitation des routes et de protection côtière, entre autres, sont en cours de réalisation. Dans le domaine de la gouvernance, le diagnostic des finances publiques à travers les outils PEFA, PINFAR, DEPA, PIMA a été réalisé en 2016, permettant d'actualiser le plan d'action du gouvernement et les réformes identifiées sont en cours de mise en œuvre conformément aux recommandations formulées à l'issue de ces différents diagnostics. Au cours des 2 années prochaines, il sera nécessaire de poursuivre et de renforcer la mise en œuvre de la stratégie Pays de la BAD et d'autres partenaires, puis de veiller à ce que l'exécution des 10 projets se fasse d'une façon efficace et dans les délais prescrits. À en croire la représentation de la BAD au Togo, la mise en œuvre de la stratégie 2016-2020 de la BAD rencontre quelques difficultés. Difficultés qu'ils espèrent bien relever afin de renforcer l'action de la BAD au Togo. Sachez que c'est depuis mai 2018 que la vulgarisation du manuel de procédure en matière de lutte contre les stupéfiants au Togo a été lancée. Après le tour dans les différentes villes du pays, magistrats, greffiers, officiers de police et judiciaires impliqués dans ce travail se sont retrouvés à Lomé hier pour faire le point. Les détails de la rencontre avec Ekwe Salah. Ils sont honorés pour leur implication personnelle dans la rédaction et la vulgarisation du manuel de procédure en matière de stupéfiants. Le travail a duré 24 mois et désormais, le Togo peut se servir des bonnes pratiques dont fait l'objet ce document de 141 pages pour mieux mener les enquêtes et réprimer les infractions liées à la drogue et ses dérivés. Le manuel n'invente pas des règles. Le manuel a constitué en quelque sorte une compilation de l'ensemble des règles, des lois qui organisent la matière de la drogue et ensuite le code de procédure pénale. Ces règles ont été mises en exergue pour faciliter l'usage aussi bien par les OPJ que les acteurs judiciaires que sont les magistrats. Qu'est-ce que le manuel apporte comme plus? C'est que les acteurs vont être beaucoup plus outillés. Ils vont manipuler de façon aisée les dispositions en la matière et de façon pratique savoir les appliquer et savoir appliquer pour éviter les erreurs de procédure. La vulgarisation de ce document a impliqué 189 magistrats, des officiers de police judiciaire et plus de 400 stagiaires fonctionnaires de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national. Elle est soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo. On constate que ceux qui sont impliqués dans le trafic de drogue souvent sont impliqués dans le trafic des êtres humains, des armes et beaucoup d'autres délits. Donc c'est une question d'assurer la sécurité de la sous-région et la collaboration entre les pays, entre les États-Unis et le Togo bien sûr, mais aussi entre les autres pays de la sous-région. Le Togo ne baisse pas la garde quand il s'agit de réprimer le trafic des stupéfiants. Le ministre de la Justice se réjouit de ce document qui vient renforcer l'arsenal déjà existant dans ce combat. Nous pouvons nous réjouir du caractère jusqu'ici satisfaisant du travail abattu par nos acteurs de la chaîne pénale. Cependant, et nous en sommes tous conscients, le trafic de stupéfiants est un ensemble de comportements délinquentiels assez spéciaux. Spéciaux par le modus operandi des auteurs et spéciaux également par la complexité des actes constitutifs des infractions. La professionnalisation des trafiquants, leur capacité d'adaptation et les logiques financières qui s'y rapportent conduisent plus que jamais à ce que les réponses publiques à cette forme de criminalité soient des plus appropriées. Les techniques d'investigation
et de poursuite doivent par conséquent être adaptés au caractère et à l'évolution du phénomène. C'est également une occasion pour le comité de rédaction de ce manuel de présenter ses doléances au pouvoir public. La lutte contre les stupéfiants prend une nouvelle forme après l'adoption de ce document. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les candidats au poste d'administrateur de base de données et d'agents techniques que les listes des affectations dans les différentes commissions électorales locales indépendantes CELI peuvent être consultés sur le site internet de la CENI. Il porta à leur connaissance qu'ils sont convoqués au siège de l'institution pour la signature des contrats de travail demain jeudi 27 septembre 2018 de 9h à 11h. Par ailleurs, ils sont priés de se présenter impérativement dans leur CELI d'affectation suivant le calendrier ci-après. Pour les agents techniques, samedi 29 septembre 2018 à 8h. Pour les administrateurs de base de données, dimanche 30 septembre 2018 à 9h. Et toujours dans le cadre des préparatifs de ces élections, pour former les responsables des différents comités cantonaux et communaux du parti Union pour la République UNIR dans la préfecture d'Aguenivé, la vice-présidente de UNIR de la zone a organisé cet après-midi une rencontre de formation axée sur les enjeux et défis des prochaines élections. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Des cadres, militants et sympathisants du parti uni, Union pour la République, face aux enjeux et défis des prochaines échéances électorales au Togo. Et chacun devra s'approprier le rôle qui est le sien dans le processus. Au cours de cette rencontre, qui a réuni les responsables des comités de base des mouvements des femmes et jeunes du Parti uni de la préfecture d'Aguenivé, ils vont d'abord être sensibilisés sur l'importance de la décentralisation et de la gestion inclusive de la chose publique et puis invités à s'inscrire dans le processus en défendant les valeurs et idéaux de leur parti uni. Nous savons que au mois de décembre, nous allons faire les élections pour élire les conseillers. Donc il serait intéressant que les gens soient outillés, que les gens maîtrisent, que les gens sachent quelles sont les responsabilités de ces élus. C'est dans ce sens que la décentralisation, c'est aussi la possibilité de gérer les affaires au niveau de la cité, les gens qui sont concernés. Donc au niveau du parti UNIR, il serait intéressant de faire en sorte que les gens puissent vraiment se préparer et qu'on sache quels sont les gens qui seront aptes à porter ce chapeau de l'UNIR auprès de la population locale. L'ambition est donc claire, amener ces responsables des comités cantonaux et communaux à s'impliquer davantage dans la course pour les élections locales. Des questions liées aux candidatures, à la gestion des affaires locales, des réponses ont été apportées pour que chacun en sortant connaisse la voie qui mène aux conseils municipaux. Les élections locales ont été annoncées et c'est la raison pour laquelle nous continuons d'entretenir les responsables politiques UNIR des communes sur la question de la décentralisation et surtout sur l'enjeu que cette élection constitue pour le parti. Et nous devons continuer par nous préparer pour rafler le plus grand nombre de sièges et prouver notre suprématie. Au-delà de cela, c'est pour continuer le développement, mais mis en œuvre par le président de notre parti. Nous avons donc besoin de beaucoup de conseillers pour appliquer sur le terrain notre programme de développement, le programme du président de notre parti. Une fois formés, ils sont appelés à répercuter l'information reçue à la base pour justement susciter l'adhésion de tous les militants au processus. Et la rencontre de la formation donc des militants d'Aguenivé s'est déroulée le matin. Cet après-midi, même formation
pour ceux du parti Zone Golf. Et la formation s'est déroulée donc en 2 étapes. D'abord, la formation politique qui a consisté à exposer les enjeux et défis des échéances électorales prochaines, le maillage territorial, région du Golfe, et ensuite l'information politique, c'est-à-dire les stratégies de campagne du parti Union pour la République. Et nous reviendrons en détail sur cette formation Unir Zone Golfe dans nos prochaines éditions. Le Togo, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme, va célébrer demain jeudi la 39e journée mondiale du tourisme. Journée placée cette année sous le thème tourisme et la transformation numérique. Une invite donc aux communautés et acteurs impliqués dans ce secteur à se servir des multiples innovations et atouts du numérique pour insuffler un nouveau dynamisme à la pratique du tourisme sous toutes ses formes. Et à la veille de cette célébration, le ministre en charge du tourisme au Togo a livré un message de circonstance. Les détails avec Serge Tastom et Clarisse Atikley. Pour davantage conférer une forte image de marque à la destination Togo, le pays s'aligne sur le thème « Le tourisme et la transformation numérique ». Thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme pour commémorer la 39e édition de la Journée mondiale du tourisme. Ceci pour justement mettre en exergue les innovations introduites par la révolution numérique dans l'industrie touristique. Notre département valide le dit thème, dont le principal objectif est de sensibiliser les professionnels publics comme privés du secteur sur le e-marketing et le e-commerce dans le tourisme. Il a été mis en œuvre un vaste programme de l'e-gouvernement qui dote progressivement tous les ministères de moyens de communication numérique pour faciliter le traitement, la circulation et la diffusion de l'information. Dans ce programme, un nouveau site web de promotion de la destination Togo est en chantier. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, révèle qu'en 2017, le Togo a accueilli 566 764 touristes qui ont généré 44,700 milliards de francs CFA de recettes hôtelières. Une belle performance de plus de 46% par rapport à 2016 en termes de progression du tourisme d'affaires et de congrès, ce qui porte notre pays au 2e rang mondial de destination de ce type de tourisme. Selon toujours l'OMT, 50% des voyageurs s'inspirent des images et commentaires en ligne et 70% consultent les vidéos de ceux qui ont déjà visité une destination avant d'y partir. Les TIC et surtout les réseaux sociaux sont donc des outils innovants pour promouvoir une destination touristique. La place indéniable du numérique dans le développement des activités touristiques nous interpelle tous et nous demandons aux professionnels du tourisme d'intégrer ces nouvelles technologies dans leurs prestations de services pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus connectée et de la fidéliser en lui apportant des services personnalisés. La Journée mondiale du tourisme a lieu le 27 septembre de chaque année. Elle reste une occasion privilégiée pour les établissements de tourisme de se professionnaliser et surtout d'exercer le métier dans le respect du cadre réglementaire. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.